C'est en 1982 que trois enfants à la frimousse adolescente, Esteban, Zia et Tao, débarquent sur les écrans de télévision française. De 7 à 77 ans, c'est toute une génération qui va suivre les aventures fantastiques de nos héros partis à la recherche des mystérieuses cités d'or. Avec un générique entêtant, ce manga qui connaît un immense succès en France est flanqué d'un mini-documentaire qui nous fait découvrir lors de chaque épisode le mode de vie des Incas, cette puissante civilisation sud-américaine dont les livres d'histoire nous apprennent qu'elle a été vaincue par les conquistadors au cours du XVIe siècle. Découvrez grâce à Frédéric de Natal ce que sont devenus les Incas. Mais alors les Incas ont-ils vraiment disparu? Eh bien c'est plus subtil que cela. Revenons un peu en arrière. L'empire Inca s'étend sur près des 2/3 de l'immense cordillère des Andes et de la côte pacifique de l'Amérique du Sud, subdivisée en 4 provinces. C'est au cours du XIIIe siècle, sous le règne de Philippe III le Hardi, pour se situer sur l'échelle chronologique de l'histoire de France, qu'il a été fondé par le Sapa Inca Manco Cápac. Plus d'une dizaine de souverains vont se succéder jusqu'à l'arrivée des Espagnols qui vont découvrir une civilisation extraordinaire, structurée et avancée, mais rongée par les ambitions des princes de sa maison royale. En 1528, lorsque Huanay Nacapac meurt, c'est la guerre civile entre les deux héritiers, deux frères, Huáscar et Atahualpa. C'est ce dernier qui va sortir vainqueur de ce conflit fratricide. Désormais seul sur le trône, il va devoir affronter une armée dont il ne mesure pas la menace. À la tête d'une petite troupe de quelques dizaines de soldats, le conquistador Francisco Pizarro va surprendre Atahualpa lors d'une rencontre et le capturer après que ce dernier a refusé de se convertir au catholicisme. Le sort de l'empereur est alors scellé. Bien qu'il verse une conséquente rançon à ses geôliers, les conquistadors craignent qu'Atahualpa ne reprenne le dessus et décident de le faire exécuter au garrot après avoir obtenu son baptême en 1533. Pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là et elle va connaître de multiples rebondissements. Pour Pizarro et ses compagnons d'armes, il est nécessaire de gouverner l'Empire à travers un fantoche. On va donc chercher un frère d'Atahualpa, Tupac Hualpa, qui meurt en octobre de la même année après 4 mois de règne. On prend donc un autre de ses frères, Yupanqui Inca, aussi appelé Manco Cápac II. Les relations entre le nouvel empereur et les conquistadors vont se corser et lorsqu'il tente de s'échapper en 1535, Pizarro le fait emprisonner. C'est le début d'un soulèvement qui va durer 2 ans. Au début, la situation profite nettement aux Incas, car les Espagnols se divisent et vont même entrer en conflit les uns avec les autres, avant que les conquistadors ne finissent par battre les Incas, qui s'enfuient plus loin en confins de la jungle. C'est là que des milliers d'Indiens vont fonder un second empire, celui de Vilcabamba. Je vais d'abord m'attarder sur ce qui se passe à Cusco, capitale du premier empire défunt. Les Espagnols continuent de placer des empereurs fantoches comme Paulo Inca, mais leur rivalité déclenche une nouvelle guerre civile qui va opposer d'un côté Pizarro et de l'autre son acolyte Diego Almagro. Tous deux d'ailleurs vont décéder de morts violentes et plus tard après leur mort, les frères du premier et les fils du second qui se renversent et s'assassinent respectivement avant que la couronne espagnole ne finisse par intervenir et mettre fin à ce qui ressemble à une tentative de sécession de cette nouvelle colonie. Quant à Paulo Inca, lui il va se faire baptiser sous le nom de Cristobal, Christophe en français, et sera un souverain relevant du parfait fonctionnaire avant de mourir en 1549, laissant derrière lui une forte progéniture. À Vilcabamba, Manco Cápac II a recréé un semblant d'État, sorte de village gaulois qui résiste à l'envahisseur et qui n'aurait pas déplu à un certain Tintin. Il sera malheureusement assassiné par des partisans de Diego Almagro II qui seront à leur tour exécutés par les soldats de l'empereur. Son fils qui lui succède, Saeri Tupac, est loin d'avoir sa trempe d'acier. Il va négocier avec le gouverneur de la colonie un retour à Cusco en 1563, se faire baptiser contre un pardon et grâce à une dispense du pape, croyez-le ou non, l'autorisation de se marier avec sa propre sœur avec lequel il aura un enfant. Devenu un empereur, son frère Titu Susi
Yupanqui incarne encore la résistance aux Espagnols qui s'agacent de l'existence de cet État indépendant, mais conserve encore de bonnes relations avec les Incas. Lorsqu'il meurt en 1571, son frère Tupac Amaru, 26 ans, est couronné Sapa Inca. Eh bien, tout aurait pu continuer ainsi si un officier Inca n'avait pas décidé de faire assassiner 2 ambassadeurs espagnols. Un événement qui va précipiter la chute de Vilcabamba. La guerre reprend au désavantage des Incas qui détruisent la forteresse et s'enfuient. C'est une course-poursuite entre les Espagnols et un peuple exilé qui s'engage. Tupac Amaru sera finalement capturé et exécuté en 1573, signant la fin du néo-empire Inca. Ironie de l'histoire, un rappeur célèbre qui reprend le nom de ce Sapa Inca connaîtra lui aussi un destin tragique 4 siècles plus tard. La fin ? Eh bien non, pas encore. Avec la destruction de Vilcabamba, dont les ruines seront redécouvertes au début du XXe siècle, l'empire Inca a été incorporé dans la vice-royauté du Pérou. Les descendants des Incas sont alors couverts de titres, dotés d'un blason, se fondent dans la masse des Indiens qui leur conservent malgré tout encore du respect et l'espoir pour ces empereurs cachés. Au cours du XVIIIe siècle, José Gabriel Condorcanqui, un descendant du dernier Sapa Inca, va mener un soulèvement historique et se faire couronner en 1780 sous le nom de Tupac Amaru II. Un règne d'1 an dont les Espagnols vont avoir toutes les peines du monde à mettre fin. Capturé à son tour, il sera démembré et une partie de sa famille exécutée, laissant derrière lui un messianisme se créer autour de cette figure encore honorée de nos jours. Le nom des Incas réapparaît à l'heure des indépendances en Amérique du Sud. Le plan Inca, né en 1816 de l'esprit de Manuel Belgrano, un leader révolutionnaire, est d'abord soutenu par les indépendantistes. Mais le refus des descendants de Tupac Amaru, qui siègent au Cortés de Madrid, ne permettra pas à la monarchie Inca de renaître de ses cendres, alors qu'elle aiguise l'appétit d'autres princes plus Bourbons, même Orléans, de monter sur ce trône vacant. Et oui, pour l'anecdote, bien avant de devenir le dernier roi des Français entre 1830 et 1848, on avait proposé la couronne de ce nouveau royaume à Louis-Philippe d'Orléans, auquel Louis XVIII y avait mis un veto ferme. Alors la maison royale, eh bien, elle existe toujours et se divise en plusieurs branches. Elle compte parmi ses descendants des noms illustres tels que le président bolivien Hernán Zuazo, le président péruvien José Luis Bustamante Rivero, Miguel Juan Sebastián Piñera, ancien dirigeant du Chili, qui lui descendait de l'empereur Tupac Yupanqui, ou encore même moins connu, la reine Maxima des Pays-Bas. Certains d'entre eux ont été élus à des postes prestigieux, y compris à la tête de ville. Il y a eu plusieurs initiatives de reconnaissance officielles, mais généralement provenant toujours d'un groupe restreint, n'arrivant pas à susciter beaucoup d'intérêt localement. Alors il est vrai qu'en Amérique du Sud, eh bien, les descendants des Incas font toujours peur. La prophétie d'Incaré qui prédit le retour d'un Inca entreprenant de redresser le monde injuste et qui serait un symbole d'unité a continué de traverser les siècles et s'ancrer profondément dans le subconscient collectif. Et s'il est difficile de déterminer qui pourrait être le prochain fils du soleil, tant chaque branche peut revendiquer cet héritage, les Incas continuent d'assurer par leur présence discrète la préservation de la culture Inca au cours de cérémonies officielles, comme celle de l'Inti Raymi, la fête du soleil qui a lieu au solstice d'hiver dans les ruines de la forteresse de Sacsayhuaman, un important temple religieux qui attire chaque année des milliers de touristes. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'histoire vous aura plu. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast qui sera tout aussi inédit.